Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au Centre culturel Chibaou. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Pété Tuilalo. Je suis le responsable du département des arts plastiques et des expositions ici à la DCK, Centre culturel Chibaou. Et la casquette que j'ai ce soir, c'est le trésorier de l'association des musées de Nouvelle-Calédonie. C'est une association qui existe depuis 2007, qui a été créée par notre fondateur et membre permanent Emmanuel Casarero, qui était là avec nous la semaine dernière pour l'inauguration de Carnet Canac, Voyage en inventaire de Roger Boué. C'est une exposition qu'on vient d'ouvrir et qui est visible pour tous jusqu'au 14 avril 2024. Alors ce soir, on est très heureux de vous accueillir, notamment pour ce projet ambitieux que nous portons ensemble avec l'association, notamment Marianne Tissandier, notre présidente. Donc je vais lui laisser la parole et vous présenter notre invité, notre premier conférencier et notre premier keynote speaker pour le colloque que nous allons inaugurer la semaine prochaine. Donc restez connectés avec nous sur Facebook, faites du buzz et allez voir le programme intégralement qui est super top sur le site internet de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Merci à tous. Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. La majorité l'emporte. Donc Marianne Tissandier, je suis la responsable des collections du musée de Nouvelle-Calédonie et également la présidente de l'association des musées et établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie. Si vous travaillez dans le patrimoine, vous avez une place à la MEP, que le patrimoine soit naturel, culturel, matériel ou immatériel, parce qu'on essaye de faire le lien justement entre tous les professionnels qui dépendent de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, d'associations ou même de communes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est très très heureux, la MEP en général, moi en particulier, d'accueillir Sébastien aujourd'hui au Centre culturel Chibaou, parce que j'ai rencontré Sébastien lors de l'exposition Canac l'arrête une parole, de son montage en 2013 au musée du Quai Branly. Il s'occupait des réseaux sociaux. Il était chargé de tous les réseaux sociaux du musée. J'étais hyper admirative parce que je gérais comme je pouvais les réseaux sociaux du musée de Nouvelle-Calédonie. Il m'a donné plein de conseils. Et c'est grâce à lui aussi qu'après on a fait la Muséum Week en Nouvelle-Calédonie pour le musée et pour la MEP. Et que la Nouvelle-Calédonie a brillé un peu parce que, étant le seul îlot francophone au niveau des horaires dans le monde entier et donc du Pacifique, les seuls francophones du Pacifique par rapport à tout le monde entier, du coup, c'est vrai que ça nous a permis d'être un peu vus à l'international par rapport à cette Muséum Week qui avait lieu sur Twitter, feu Twitter. Et donc, entre-temps, après 2013, on a continué à échanger sur les réseaux sociaux, à suivre mutuellement ce qu'on faisait. Et lorsqu'on a commencé à parler d'organiser ce fameux colloque international de muséologie, le premier du genre en Nouvelle-Calédonie, donc qui a été lancé à la base par Ingrid Tateya, par Romaric Néa, par Marion Bertin de l'ICOFOM, donc la province sud, la province nord et l'international qui se sont dit « Ah, c'est bien un colloque de muséologie en Nouvelle-Calédonie ». Entre-temps, il y a eu le Covid. Et après, on a commencé vraiment à organiser ça. Et on cherchait donc des keynote speakers, des grands conférenciers qu'on pourrait inviter. Et là, j'ai proposé... Et Sébastien, il a une newsletter sur la décolonisation des musées qui est quand même super intéressante. Ça serait quand même bien quand même qu'on puisse l'inviter. Et au final, il y a eu plein de propositions, plein de choses, plein de discussions. Et je suis très contente que Sébastien ait pu venir jusqu'ici. Et voilà, et merci. Et merci à toutes et tous de votre venue ici parce que je trouve que ça va être vraiment très très intéressant. C'est un avant-goût pour celles et ceux qui sont inscrits pour l'année prochaine, non, la semaine prochaine, pardon, à l'UNC. Oui, parce que l'UNC nous a rejoints dans l'organisation et on les remercie beaucoup, en particulier Louis. Et voilà, donc on est vraiment très contente de t'avoir ici en Nouvelle-Calédonie et pour parler de tout ça. Merci encore. Merci Marianne, merci Pétello, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci à la MEP pour son invitation et merci au Centre Chibaou pour son accueil ce soir ici. Donc moi du coup je veux continuer avec celui-ci, c'est ça, je continue avec ce micro-là, on va faire ça. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience dans un premier temps pour vous placer un petit peu le cadre dans lequel je vous parle et le point de vue en fait depuis lequel je vous parle.
J'ai 42 ans, donc je suis né au début des années 80 dans un milieu populaire en région parisienne, en France métropolitaine, ou devrais-je dire d'ailleurs plutôt dans l'Hexagone. Ma famille est à la fois une famille assez banale et un peu singulière là-bas. Mes ancêtres ont quitté la Sicile à la fin du 19e siècle pour s'implanter en Tunisie, qui est alors un protectorat français. Mon père est né à Tunis en 1957. Il est arrivé donc juste un an après l'indépendance de la Tunisie. Il est arrivé au début des années 60 en métropole. Et voilà, ça place une partie de mon lignage, je dirais. Ensuite, le premier mari de ma sœur est antillais, ce qui fait que l'héritage culturel et social de ma nièce et de mes neveux va associer à la fois la Sicile, la Tunisie, les Antilles et la France métropolitaine. Ça vous situe un petit peu ce cadre en fait, qui est le mien. Alors pourquoi je vous raconte ça ? En fait, il me semble important de situer, de vous montrer à la fois à quel point cette histoire personnelle, qui est la mienne, avec sa complexité, avec ses ruptures, avec ses déracinements, elle est, comme beaucoup d'autres histoires familiales, intimement liée à l'histoire de France, cette fois-ci l'histoire avec un grand H, et son histoire coloniale, son histoire esclavagiste, celle sur laquelle le pays a bâti une partie de sa richesse. En ce qui concerne mon parcours professionnel, Marianne a déjà raconté quasiment tout, donc je n'ai presque plus rien à vous dire. Non, j'ai fait en fait tout l'essentiel de ma carrière dans le secteur culturel, des plus petites structures jusqu'au musée du Quai Branly, où j'ai travaillé entre 2012 et 2019. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai rencontré Marianne pour la première fois. Nous avons collaboré comme tu l'as raconté. Donc j'étais à ce moment-là en charge des réseaux sociaux du musée. J'étais du coup en première ligne pour les demandes de restitution qui étaient formulées par les publics, et ce, bien avant le discours de Ouagadougou en 2017 par Emmanuel Macron et le rapport Sarr-Savoie en 2018 qui amorce en fait les restitutions. Donc dès 2016 environ, j'ai commencé à recevoir des messages de la part des publics. Souvent, évidemment, c'était des personnes afrodescendantes, mais pas exclusivement. C'était parfois des personnes très militantes, mais pas exclusivement. Ça pouvait être aussi parfois des publics, enfin des visiteurs et des visiteuses plus ordinaires, entre guillemets, moins investis politiquement. Et à chaque fois, je transmettais ces messages à ma hiérarchie, et les messages, enfin la réponse qui était toujours la même, c'est « pas de commentaires, on ne répond pas ». Ça, c'est un enjeu de communication institutionnelle dont je ne vous parlerai pas ce soir. Ça mériterait une conférence entière et j'ai l'occasion parfois d'en parler. Pourquoi d'ailleurs cette réponse négative, etc. Mais voilà, on pourra en parler si vous voulez peut-être dans les questions à la suite de mon intervention. Donc en 2018-2019, j'ai bénéficié d'un congé de formation au musée qui m'a permis de faire un master en journalisme au CELSA. Et j'ai quitté le musée dans la foulée, à la veille de la pandémie. C'était une excellente idée pour devenir journaliste indépendant au mois de mars 2020. Donc voilà, c'était évidemment un très bon moment pour le faire. Mais voilà, c'était comme ça. En 2022, j'ai lancé donc, la newsletter La Botte de Champollion, qui me permet de couvrir la décolonisation des musées, leur héritage colonial et esclavagiste, et l'ensemble des sujets connexes, c'est-à-dire aussi le racisme, les politiques de diversité et d'inclusion. On peut mettre des guillemets à diversité et inclusion, parce que c'est des mots qui sont parfois utilisés plus ou moins adroitement, je dirais. Et également l'accessibilité, parce que c'est des enjeux qui se recroisent, qui se recoupent. Donc, tout à l'heure, on se demandait justement avec Marianne qu'est-ce qui m'a amené à ça. Donc, je vous ai raconté un peu mon parcours, mon héritage personnel, mon parcours aussi professionnel en partie. Donc, mon passage au Quai Branly a aussi été l'occasion pour moi d'une prise de conscience de ces enjeux sur l'héritage colonial et de leur traitement ou de leur non-traitement dans beaucoup de musées en France. Si j'ai lancé cette newsletter, c'est parce que je ne voyais pas autour de moi de médias qui traitent du sujet. Certes, les grands quotidiens aujourd'hui comme Le Monde, le New York Times, le Guardian ont commencé à aborder cette question-là. Ils l'abordent de plus en plus franchement. Il y a une couverture sur ces questions maintenant, mais ça reste encore timide. Et les médias professionnels comme le Quotidien de l'Art, par exemple, le traitent également aussi, mais il n'y a pas de support à ma connaissance qui le traite exclusivement en français. C'est-à-dire que vous avez quelques ressources en anglais qui existent. J'imagine qu'il peut y avoir des choses aussi en espagnol, mais je ne parle pas espagnol. Mais voilà, il y a très peu de choses en français, et c'était ça un peu mon point de départ. Enfin, l'un de mes points de départ, en fait, c'était l'idée de me dire il faut proposer un support qui permette de rassembler cette veille-là sur la décolonisation des musées en français, okay, dans l'espace francophone.
Alors, tout ça s'articule tout ça s'articule autour de dynamiques de pouvoir qui s'établissent entre des populations en situation de force et des populations qui, au contraire, sont méprisées, marginalisées, parfois oppressées, et qui luttent pour des bonnes conditions de vie et une visibilité dans l'espace public. On y reviendra par la suite. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le point de vue depuis lequel je vous parle, je vais cadrer un petit peu plus vous donner un peu plus le cadre dans lequel je place mon intervention. Ici. Alors, décoloniser les musées, de quoi on parle quand on parle de décoloniser les musées? Entre depuis le XVIIIe et le XIXe siècle, le développement économique de l'Europe et de l'Amérique du Nord, d'abord marchand puis industriel, a accompagné le développement des musées. On a de nombreuses institutions qui ouvrent leurs portes à cette période. De nombreuses institutions ouvrent leurs portes à cette période. Le British Museum en 1753, le Louvre en 1793, le Prado à Madrid en 1819, l'Australian Museum de Sydney en 1827, la Smithsonian Institution de Washington en 1846 et le Rijksmuseum d'Amsterdam en 1885. J'en ai sélectionné que 6, mais comme vous le voyez, on a quand même un bon panel déjà de musées qui ouvrent à cette période-là. Alors l'histoire de ces institutions, elle est intimement liée aux conditions matérielles d'acquisition et aux conditions de production des objets qui vont être collectés. Les conquêtes coloniales, le commerce triangulaire et les imaginaires que le vieux continent a projetés sur l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et les Amériques font partie des mécanismes de sélection qui ont permis la constitution de ces collections. Et tout cela dans une relation asymétrique qui unissait alors l'Europe et les continents qu'elle a colonisés. Ces dernières années, une part croissante des établissements pose la question de l'héritage colonial, à la fois dans le discours porté par les musées, mais également dans leurs pratiques internes. Dans l'Hexagone, on a plusieurs musées qui traitent frontalement du passé esclavagiste de la France à l'échelle locale. Je pense notamment au musée de la façade atlantique, La Rochelle, Nantes, Bordeaux. Souvent, c'est en raison de la nature même de leur collection. Étant des musées de société, des musées d'histoire, ils ont des collections qui traitent frontalement de l'esclavage et donc ça les amène à aborder la question. En Europe, on va avoir certains musées qui vont timidement aborder la question, comme le British Museum, parfois sur le bout des doigts, et d'autres un peu plus franchement, comme le Rijksmuseum. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Ailleurs dans le monde, certains musées vont encore plus loin avec une démarche de décolonisation affichée comme telle, et même une démarche d'autochtonisation, comme le dit le musée McCord-Stewart à Montréal. Enfin, alors que de nombreuses procédures de restitution d'objets acquis dans le contexte colonial sont en cours, le secteur porte également un intérêt croissant à la recherche de provenance. J'en veux pour preuve la multiplication des postes dédiés dans les établissements ces dernières années, avec la création au Quai Branly d'un poste en 2021, et la Philharmonie également, qui a un recrutement, donc la Philharmonie à Paris, le musée de la Cité de la Musique, qui a actuellement un recrutement pour une personne qui va travailler sur la recherche de provenance de ses collections. En parallèle à ça, vous avez également le développement des formations dédiées, comme on le voit à l'Université Paris-Nanterre en 2022, ou même à l'École du Louvre, qui a ouvert une spécialité du master de muséologie sur la question des recherches de provenance cette année même. Là, il y a quelques semaines, elle vient d'ouvrir. Je vais revenir rapidement sur la définition des musées de l'ICOM. Alors, j'ai l'impression qu'on a un public assez professionnel, donc peut-être que certaines d'entre vous ont déjà entendu et vu cette définition 1000 fois, d'autres non, donc je me dis que c'est toujours bien de la revoir. En fait, l'ensemble de ces dynamiques dont je vous parlais à l'instant font écho au changement de définition du musée par l'ICOM. Donc l'ICOM, je rappelle, International Council of Museums, le Conseil international des musées. Donc avant l'adoption de cette nouvelle version que vous voyez s'afficher à l'écran en 2022. Donc les débats qui ont précédé l'adoption de cette définition ont mis en évidence les tensions qui existent au sein de la communauté professionnelle entre, alors je ne veux pas caricaturer, mais on va dire qu'il y a à peu près deux positions. Une posture d'un côté qui serait les partisans d'une vision plutôt progressiste et inclusive du musée, qui serait orienté vers les publics et vers le rôle social des institutions culturelles, et de l'autre côté, les tenants d'une approche un peu plus traditionnelle, qui, eux, voudraient plutôt centrer leur travail sur les missions fondamentales du musée autour de la collecte et de la conservation. Okay ?
Encore une fois, il ne s'agit pas de caricaturer, hein, c'est plus subtil que ça, mais on peut dire que c'était un peu ça les débats. Donc vous voyez la définition affichée. En gros, ce que je souhaite retenir, on ne va pas l'analyser en détail, mais ce que je souhaite retenir, c'est quelques points. Donc cette nouvelle définition marque la volonté des membres de l'ICOM d'aller vers plus d'accessibilité, plus d'inclusivité, plus de diversité, et d'accorder davantage de place aux communautés et à leur participation à la vie de l'institution. D'ailleurs, retenez le terme de communauté, puisque ce sera l'un des thèmes du colloque de la semaine prochaine. Une journée sera consacrée à ce sujet. Alors, il s'agit d'un signal fort après 3 ans de discussion, puisque je vous rappelle la chronologie, hein, la définition qui est ici affichée a été débattue à partir de 2019 et adoptée en 2022, donc à partir d'un long processus de discussion. Reste à savoir comment les musées vont s'en emparer à l'avenir, dans les années qui viendront, parce que s'engager sur le chemin de la décolonisation, ça nécessite une distance critique, une démarche réflexive, que tous les établissements ne sont pas encore prêts à engager, à la fois sur leur histoire, sur leur pratique et sur leur culture professionnelle. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Par ailleurs, il me semble que les musées doivent également se soumettre à une demande de transparence dans leur discours, qui vient à la fois des publics, donc de l'extérieur, mais également à l'interne, d'une part croissante des agentes et des agents qui réclament également cette transparence. En parallèle aux échanges de l'ICOM, à l'été 2020, après la mort de George Floyd, donc un homme africain-américain qui a été assassiné par la police aux États-Unis, on va avoir plusieurs mouvements de contestation qui apparaissent au cours de l'été, et qui réclament auprès des musées des pays occidentaux de se positionner sur le racisme systémique. Les réactions des institutions vont varier, certaines acquiescent timidement. Beaucoup, notamment en France, ne se sentent pas concernés par les questions d'actualité. C'est littéralement la réponse qu'on m'a donnée quand j'ai écrit un article pour Slate, pour le média slate.fr sur le sujet. Alors concernés, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, certains musées m'ont répondu « Ah non, on n'en parle pas. Nous, on est le musée, c'est sur le temps long, on traite d'autres choses, mais on ne parle pas de l'actualité. » C'est pas exactement vrai, hein. Regardez tout ce que les musées font aujourd'hui sur les JO de Paris 2024. Voilà. À l'inverse, quelques institutions vont au contraire s'engager et vont proposer des choses, parfois plus ou moins réalistes, on va dire, plus ou moins sincères également. C'est dans ce contexte que l'ICOM va poster cette tribune, qui est une tribune assez ambitieuse. Elle rappelle que les musées ne sont pas neutres, ils ne sont pas séparés du contexte social, des structures de pouvoir et des luttes de leur communauté. Et quand il semble qu'ils sont séparés, ce silence n'est pas de la neutralité, c'est un choix, et c'est le mauvais choix. Je ne dirai pas le reste, mais vous voyez l'idée. Là encore, ce qui m'intéresse, c'est que l'ICOM, à travers cette prise de position, vient interroger la neutralité des musées et va les mettre aussi face à leurs responsabilités sociales. Or, cette question de la neutralité, elle n'est pas neuve, puisque dès 2017, l'initiative Museums Are Not Neutral a été créée en 2017, je viens de le dire, aux États-Unis, par Latanya S. Autry et Mike Moraski. Latanya S. Autry, que vous voyez à droite de l'image, rappelle, et donc elle-même elle est médiatrice culturelle, et elle indique qu'elle a longtemps été la seule personne non blanche dans son environnement professionnel, et lorsqu'elle proposait des actions de médiation ou de la programmation à propos des inégalités raciales ou à propos du racisme, on lui répondait qu'elle n'était pas objective car elle était trop impliquée. C'est d'ailleurs ce qui est aussi répondu à certains des journalistes de l'AJL, l'association des journalistes LGBT. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure parce que j'ai oublié une ligne. Je fais également partie de l'association des journalistes LGBTI, qui a pour objectif de traiter, d'apporter une meilleure visibilité et un meilleur traitement sur ces questions dans les médias. Mais donc, vous voyez comment ces questions aussi peuvent se croiser. On va reprocher aux personnes concernées de ne pas être objectives, on ne va pas leur reconnaître leur expérience comme un savoir, comme une compétence. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est qui va décider de l'objectivité, qui établit en fait ce panel. Et alors justement, en écho à la fois à Museums Are Not Neutral et à ce que je viens d'évoquer sur la définition de l'ICOM, j'aimerais citer une personne qui vous est familière, bien entendu, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Casarero, actuel président du musée du Quai Branly. Dans l'ouvrage Le sens de l'objet, qui est un petit ouvrage qui a été édité par l'ICOM dans le cadre du travail justement de rédaction de la nouvelle définition du musée, il indiquait, donc je vous laisse lire en parallèle. La citation est beaucoup plus longue, d'ailleurs j'ai coupé une partie, mais elle est, il me semble, très intéressante. Pour résumer un peu son propos, en gros, il va pointer l'ethnocentrisme de l'idée de musée,
en indiquant que certaines communautés en Océanie ont rejeté ce concept, comme elles le jugent comme étant inopérant dans l'espace océanien, comme étant donc un concept européen. Et de fait, l'idée en fait, de conserver des objets sous vitrine n'a rien d'universel. Et bien des peuples dans le monde envisagent leur culture à travers d'autres objets, d'autres outils, d'autres modes de pensée. Je vous laisse la citation. Alors, la décolonisation, c'est du coup ce qui m'amène à vous parler un petit peu de l'enjeu, enfin le terme la définition que je vais donner à décolonisation ici. Donc étymologiquement, il s'agit au départ d'un processus par lequel les pays ou les territoires colonisés vont accéder à leur indépendance ou éventuellement à un autre statut de souveraineté, dans des conditions parfois violentes. Elle commence dès le XVIIIe avec les Amériques, mais ça va surtout être à partir de la Seconde Guerre mondiale que le processus va s'accélérer, et principalement dans les années 50 et 60, l'année 60 étant l'année charnière où un grand nombre de pays africains obtiennent leur indépendance. Dans une perspective de sciences sociales, cette fois-ci, si on envisage la décolonisation de la pensée, la décolonisation de la recherche, il va s'agir d'un processus qui entend déconstruire les dynamiques de pouvoir qui s'établissent entre les anciens empires coloniaux d'un côté et les anciens territoires colonisés aujourd'hui. Ces dynamiques de pouvoir parfois perdurent et continuent d'irriguer notre pensée et nos modes de vie encore aujourd'hui. Alors, appliqué au musée, il s'agirait de reconnaître ce que les institutions patrimoniales doivent à l'histoire coloniale et à l'histoire esclavagiste. Par exemple, plusieurs bâtiments qui hébergent des musées aujourd'hui, en premier le Louvre, mais également Versailles et de nombreux autres palais dans l'Hexagone, ont été construits dès le XVIIe grâce à la richesse de la France, elle-même bâtie sur le commerce triangulaire et l'esclavage, puis sur les colonies. Par ailleurs, les collections de plusieurs musées proviennent en partie des guerres de conquête et des guerres coloniales. Encore une fois, certaines des collections du Louvre, un grand nombre de collections d'archéologie, pas uniquement au Louvre, mais également le musée de l'armée aussi. Alors forcément, évidemment, quand on fait la guerre, on repart avec des butins et on expose ce qu'on a récupéré. Enfin, les collections de certains musées s'inscrivent également dans des mouvements intellectuels et des mouvements artistiques qui sont empreints de pensée coloniale, voire de pensée raciste, même si leurs collections elles-mêmes ne sont pas directement concernées. Je pense par exemple à Orsay avec l'orientalisme, ou je pense aussi au musée d'art moderne avec le cubisme ou le surréalisme qui ont puisé abondamment dans ce qu'on appelait encore il y a peu les arts premiers. Dans cette perspective, j'aimerais vous citer un extrait de l'introduction du guide. Vous avez un teasing de la suite. Du guide de Supporting Decolonization in Museums, donc de la Museums Association, qui est une association britannique. La décolonisation suppose de réinventer la manière dont les musées fonctionnent, avec qui nous travaillons et ce à quoi nous accordons de la valeur. Elle couvre toutes nos pratiques professionnelles et elle offre un cadre permettant d'améliorer l'accompagnement des personnes et des institutions. C'est une activité collective qui peut être brouillonne, stimulante, créative et même émotive. La décolonisation est conduite par un désir de justice et d'équité. Elle vise à rééquilibrer le pouvoir et les représentations en mettant de côté la perception biaisée de l'histoire et de la société telle que racontée par les nations colonisatrices. C'est une définition que j'aime beaucoup. Alors, c'est une traduction de ma part. Et c'est de l'anglais au départ. A priori, je pense que c'est à peu près correct. Ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est de voir de quelle manière la Museums Association va insister sur le fait que la décolonisation est à la fois un processus complexe, un processus multiple, mais qui peut aussi s'envisager par bien des aspects, qui peut même être quelque part plutôt joyeux. Et on va y revenir avec Bénédicte Savoie. Oui, dernier point, pardon. Elle concerne également tous les domaines de la vie du musée, et pas uniquement les collections, mais également l'ensemble des métiers des institutions culturelles. Alors bien sûr, il est difficile de parler de décolonisation sans parler des restitutions. Comme je le disais tout à l'heure, ces 3 ou 4 dernières années, on observe une augmentation du nombre de procédures de restitution, qu'elles aient abouti ou pas. Ces procédures sont une étape incontournable et nous ne parviendrons pas à rééquilibrer la balance entre les nations anciennement colonisatrices et les pays colonisés si nous n'allons pas jusqu'au bout de celle-ci. Comme le dit donc l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, elles peuvent aussi être envisagées joyeusement et pas comme une punition, mais plutôt dans la perspective de nouveaux échanges et de nouvelles dynamiques entre les pays. On pourrait parler longuement des restitutions, et d'ailleurs j'aurais pu parler quasiment que de ça.
car de fait, de nombreuses conférences, de nombreuses ressources y sont consacrées, et c'est une partie du cœur du sujet. D'ailleurs, j'ai vu hier que l'American Alliance of Museums a publié un nouveau référentiel, un nouveau référentiel sur le sujet, donc adressé aux musées états-uniens. Mais j'ai décidé aujourd'hui finalement de vous proposer plutôt 3 pistes de réflexion sur ce que pourrait être un musée sur le chemin de la décolonisation. Alors je ne dirais pas que ce sont 3 choses faciles. Vous savez, en 3 étapes faciles, la décolonisation en 3 étapes faciles, vous allez voir, ça va très vite. C'est pas le cas. Mais je pense que ce sont quand même des choses qui peuvent être mises en place quand même, qui peuvent être réfléchies assez rapidement. Ce sont des pratiques que j'ai observées dans le cadre de ma veille, principalement en Europe, également en Amérique du Nord, et plus récemment en Australie. J'en parlerai un petit peu moins ce soir. Parce que je reviens à peine d'Australie, du coup, je n'ai pas encore bien intégré tout ce que j'ai vu. Je crois donc que ce que vous allez voir là, sont des exemples qui sont pertinents dans le cadre d'une démarche de décolonisation pour les institutions. Alors, ces pistes, les voici. Oh, j'ai oublié de vous montrer. Non, 3 pistes de réflexion. Ces pistes, les voici. Rassurez-vous, je vais préciser. Là, c'est juste pour le teasing. Donc, un musée réflexif, un musée décentré du regard européen et le musée d'une expérience située. Alors, vous allez voir que ces 3 pistes-là sont plutôt interconnectées. Les différents exemples que je vais vous montrer peuvent être parfois envisagés à la lumière de chacune de ces 3 pistes-là. Le premier axe que je voudrais vous montrer, c'est donc un musée réflexif. J'emploie ici réflexif dans le sens qui lui est donné dans les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire l'aptitude pour une chercheuse ou un chercheur à s'intégrer dans son propre terrain d'étude, à s'envisager comme lui-même ou elle-même son propre sujet également. En essayant d'adopter une distance critique par rapport à ses propres pratiques, à sa propre culture, à sa propre histoire. Décliné sur les musées, il s'agirait pour les institutions d'être en mesure de se prendre elles-mêmes donc comme sujet d'étude, par exemple en travaillant à une meilleure contextualisation de leur histoire institutionnelle et de l'histoire de leur collection, de l'histoire de la constitution de leur collection, ou à travers un accrochage, à travers une meilleure contextualisation des objets exposés. Ici, comme on le verra à plusieurs reprises dans la suite, il ne s'agit finalement que de satisfaire à l'une des missions du musée qui est la rigueur scientifique. C'est attendu dans le cas des musées. Premier exemple pour cette première piste, donc adopter une distance critique. Les musées sont par nature des institutions de sciences et de connaissances. Par conséquent, ils sont souvent envisagés comme des lieux où un savoir confirmé est diffusé. Or, finalement, être en mesure de dire « on ne sait pas, on s'est trompé, on ne le referait pas comme ça aujourd'hui », en un mot, finalement, faire preuve d'humilité, c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans les musées, dont peu de musées font preuve. En tout cas, moi, j'ai peu l'occasion d'en voir. Alors évidemment, il y a des cultures muséales qui sont variées, il y a des cultures même muséologiques, je dirais, qui sont variées. Il ne s'agit pas de faire des généralités, mais globalement, ça reste encore quelque chose que je trouve quand même assez rare. Et là encore, c'est une question de précision scientifique. Il s'agit de raconter les faits tels qu'on les connaît en assumant les erreurs du passé. L'exemple que je voudrais vous montrer ici, c'est l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles. Il s'agit, je vous le dis entre nous, c'est un de mes musées préférés au monde. Ne le dites pas, ça reste entre nous. Mais voilà, je trouve un musée vraiment que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est un musée exemplaire en termes d'accessibilité et en termes de médiation culturelle, de qualité de la médiation culturelle. C'est accessoirement la plus grande collection de dinosaures en Europe, mais ça n'est pas le sujet. Pourtant, je pourrais vous en parler longuement. Ils ont notamment une manière de présenter l'iguanodon, qui est la star du l'iguanodon. Vous savez, c'est le dinosaure avec le pouce, qui a une sorte Ils utilisaient ses pouces, a priori, pour tuer ses proies. Et voilà, c'est un sujet c'est un exemple que je donne beaucoup dans mes cours sur la médiation culturelle, parce que je pense que c'est vraiment exemplaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, observez la photo à droite, vous voyez 4 langues. Donc sur Internet, on dit « cries in médiation culturelle », parce que c'est vraiment un fantasme en fait de la médiation, c'est-à-dire que souvent dans les musées, on va vous dire, je fais une parenthèse, mais souvent dans les musées, on va vous dire « ah non, mais les traductions, on n'a pas la place, on va mettre de français, puis si on peut, on mettra un peu d'anglais ». Voilà. Ce musée est intégralement en 4 langues. Alors évidemment, c'est la Belgique, on est au pied du quartier européen, donc évidemment c'est la Belgique, donc il y a 4 langues officielles, mais au-delà de ça, il y a quand même, c'est-à-dire que c'est possible, c'est un choix, et là aussi c'est un choix politique aussi, en termes d'accessibilité. Donc je reviens sur ma trame, pour ne pas trop m'en éloigner. Sur la scène que vous voyez, donc, ça je vous l'ai dit,
Et ici, donc, on voit en fait un élément qui nous rappelle que pour associer, en fait, pour assembler ce couple de cette famille de gorilles, il fallait parfois décimer des groupes entiers de gorilles. Okay, pour pouvoir assembler, ici là c'est un petit peu gore, vous imaginez les détails, mais en tout cas voilà, on prend quelques morceaux à droite à gauche et on assemble pour avoir un individu. Okay, donc c'est pas un gorille qu'on tue et ensuite on l'assemble, c'est plusieurs gorilles qui sont assemblés pour en avoir un dans la vitrine. Okay, et là le musée dit, bon bah aujourd'hui on ferait sans doute plus comme ça, aujourd'hui moralement, éthiquement ça nous choque cette attitude-là. Et le musée le dit, c'est écrit sur les cartels, c'est indiqué, c'est précisé en fait, et c'est même revendiqué quelque part. Okay, donc voilà, une prise de recul et une prise de distance critique par rapport à ces erreurs passées. L'exemple suivant est également toujours tiré de l'Institut des sciences naturelles de Bruxelles. Ici, on a un cartel et un bocal qui présentent une espèce rare de reptile, dont un scientifique a capturé 55 individus. Et globalement, il a potentiellement décimé ce reptile très rare. Et là, en fait, ce qui me semble intéressant, c'est que le musée va faire preuve d'humilité en disant, eh bien voilà, en fait, on ne sait pas pourquoi il l'a fait. On ne sait pas. C'est pas écrit, c'est pas documenté, on ne sait pas. Et ça, là, encore une fois, vous avez peut-être des exemples, hein, vous avez peut-être vu. Moi, en tout cas, j'ai très peu souvent vu dans les musées cette revendication de la science en train de se faire et on ne sait pas, on vous le dit. On vous le dit très franchement. Okay, voilà, donc c'est ça qui me semble vraiment intéressant avec cet exemple-là. Sur l'histoire de la science en train de se faire, je vais finalement vous raconter, parce qu'on a un peu de temps, on est entre nous, je vais vous raconter un peu l'exemple de l'iguanodon, parce qu'il est vraiment intéressant. En fait, il y a, quand on arrive dans le musée, il y a une énorme la vitrine principale, qui est absolument gigantesque, hein, c'est une nef complète, enfin une nef centrale, montre en fait des iguanodons en position du kangourou, c'est-à-dire avec quasiment assis sur les pattes arrière et la queue au sol et les pattes vers l'avant. Okay, et parce que c'est comme ça qu'on a longtemps représenté les iguanodons et qu'on pensait que ça se représentait comme ça. Or, les études, enfin les recherches finalement, au fur et à mesure, ont fini par prouver que très certainement, la nouvelle hypothèse maintenant, c'est de dire qu'il se promenait sans doute plutôt comme un T-Rex, c'est-à-dire avec les pattes avant vers l'avant et avec la queue en balancier, donc à l'horizontale. Et ça, en fait, le musée nous le montre avec un squelette d'iguanodon qui semble sortir de la vitrine. Donc la vitrine, il y a une deuxième vitrine qui s'ouvre. Et là, vous voyez donc l'iguanodon montré de cette manière-là. Quel rapport avec la décolonisation? C'est l'enjeu, en fait, de montrer la science en train de se faire, montrer l'humilité dont peuvent faire preuve les musées. Et voilà, et encore une fois, c'est aussi une question à la fois de transparence et aussi une question de pédagogie en termes de médiation scientifique. On a beaucoup parlé des questions de culture scientifique avec la crise du Covid, ça joue aussi sur le rôle que peuvent avoir les musées. Toujours un exemple dans cette idée de la distance critique. Vous voyez ici à présent un exemple du Tropenmuseum. Donc c'est l'espace What's the Story qui est une galerie consacrée à l'histoire de l'institution. Donc le Tropenmuseum est un musée à Amsterdam qui est un musée héritier des colonies, musée des colonies d'ailleurs littéralement, ça s'appelait musée des colonies. Les Pays-Bas ayant été présents dans plusieurs comptoirs un peu partout dans le monde et notamment au Suriname en Amérique du Sud et en Indonésie également. Donc dans cet accrochage, on va voir une maquette du bâtiment, vous la voyez en haut à gauche. On va voir deux larges vitrines qui exposent des objets issus des collections, vous la voyez sur l'image à droite. Et au mur, une vaste infographie qui combine à la fois l'histoire de l'institution, la répartition géographique des collections et le nombre de pièces par région ou par pays. Et il y a également un dernier élément que vous ne voyez pas à l'écran, qui est une FAQ, donc une foire aux questions, et qui, elle, va aborder sans détour les questions qui fâchent, les restitutions, l'origine et les conditions d'acquisition des collections, les restes humains, etc. Alors ça, certes, on est sur un storytelling qui est très maîtrisé, hein, l'espace est bien construit, mais il me semble que, encore une fois, il reste assez rare de voir présenté dans l'espace, et pas uniquement sur le site web, ou sur une publication, dans un colloque ou quoi. Vraiment dans l'espace d'exposition, à l'entrée de l'espace d'exposition, vous voyez l'histoire de l'institution. Et l'institution vous dit, voilà où on en est. On est en 2023, alors je l'ai visité en 2022. On est en 2022 et voilà ce qu'on sait de nos collections, voici le nombre de pièces qu'on a, voici d'où elles viennent. Et on sait qu'il y a en effet cette question des restitutions, voici comment on l'aborde, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire, etc. Okay, donc ça, c'est encore une fois un élément que je pense important. Bloc suivant, contextualiser ce qui est exposé. C'est un élément qui me semble aussi important et qui d'ailleurs est un peu au cœur du débat ces derniers temps dans
dans le secteur de la muséologie. On a eu un article dans Le Monde sur le sujet il n'y a pas longtemps. La question de la contextualisation. Donc, dans beaucoup de musées, l'histoire de l'art et l'histoire des techniques est souvent racontée de manière un peu comme une histoire des styles. On va avoir tendance à oublier de mentionner les conditions matérielles de production des œuvres ou des objets qui sont exposés. On va vous raconter donc voilà, l'influence des artistes les uns sur les autres, les styles, comment ils évoluent, mais on ne vous parle pas du contexte matériel vraiment physique, en fait, bassement trivial, je dirais. Donc pour de nombreuses périodes, les conditions de production de ces collections vont être liées à l'exploitation des ressources, donc des matières premières, leur extraction et leur transformation, mais également à l'exploitation des personnes, des esclaves, des domestiques, des classes ouvrières selon les époques, mais aussi des épouses, des concubines ou des maîtresses des artistes aussi, qui font aussi partie finalement du processus de production. Dans une perspective de décolonisation des musées, il me semble indispensable de préciser ces conditions matérielles de production chaque fois que c'est nécessaire. Il ne s'agit pas d'apporter des informations non pertinentes juste pour pimenter le propos, si vous me permettez l'expression, mais rappeler que les œuvres d'art ne naissent pas hors de toute réalité matérielle et sociale, mais qu'elles sont le résultat d'un contexte de création bien précis. Là encore, c'est une réponse aux missions qui sont celles des musées. Je vous montre un exemple ici du Rijksmuseum, donc le musée royal d'Amsterdam. Donc la brochure que vous voyez ici réunit 77 notices autour de l'esclavage. Ce document et ces cartels, enfin un ensemble de cartels donc ont été mis en place en 2021 dans le cadre de l'exposition Rijksmuseum and Slavery. Puis ensuite, suite à l'exposition, elles ont été intégrées dans le parcours permanent. Donc on les voit encore, on m'a dit récemment qu'on les voit encore à Amsterdam ces jours-ci. On y trouve 2 entrées pour chaque pièce. À gauche, vous allez avoir l'approche esthétique, donc l'histoire, comme je vous le disais, l'histoire de l'art dans une perspective d'histoire des styles. Et à droite, le contexte historique, le contexte esclavagiste des Pays-Bas à l'époque et de quelle manière ça influe la production de la pièce qu'on voit. Alors il faut reconnaître le format du livre est un peu austère, c'est pas fun, hein. Il n'y a aucun visuel, il n'y a pas de plan, donc c'est difficile d'identifier les objets et savoir où ils sont, mais je pense que c'est quand même déjà important, enfin c'est déjà une démarche pas inintéressante. Il me semble qu'elle permet de compléter l'histoire de l'art par une mise en perspective sociale, économique, voire même politique. Plus globalement, c'est aussi toute la pertinence de l'accrochage qui a été choisi par le Rijksmuseum, qui présente en fait ses collections selon un parcours chronologique. Donc le Rijksmuseum, ça n'est pas présenté selon un parcours par département, comme on peut l'avoir par exemple au Louvre ou même au British Museum, où vous allez avoir les départements des peintures, départements des sculptures, etc. Là, en fait, au Rijksmuseum, vous avez tout chronologiquement, ensemble, donc de la peinture, des objets d'art, de l'orfèvrerie, des bijoux. Et ça va leur permettre en fait de raconter, de faire dialoguer les pièces et aussi du coup d'établir des passerelles entre l'histoire de l'art, l'histoire des techniques et même l'histoire tout court, quoi. Okay. Un autre exemple de la contextualisation, c'est le Brooklyn Museum, deuxième musée parmi mes musées favoris du monde, mais ne leur dites pas. Plus sérieusement, c'est vraiment aussi un musée, je pense, exemplaire en termes de qualité de la médiation. Il y a d'autres exemples que je n'ai pas cités ici, mais qui sont vraiment intéressants sur cette question-là de la médiation. Le musée a placé la transparence, l'accessibilité et l'inclusion au cœur de son projet, de son programme, en fait, et de son projet culturel, et ça se ressent quand on fait la visite. Ici, vous voyez un portrait de George Washington et de son cartel. Alors, je vais le dire parce qu'on est enregistré, c'est pas le bon cartel, c'est pas le bon tableau. Je me suis trompé. Je me suis aperçu après. Parce qu'en fait, il y a 2 cartels et 2 tableaux. Et les 2 cartels parlent tous les deux des esclaves que Washington possédait. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je voulais vous dire. Mais voilà, donc n'en tenons pas compte. On va aller vite et c'est pas très grave. Mais voilà, plus sérieusement, donc George Washington a possédé jusqu'à 300 esclaves pendant sa mandature, avant d'être président des États-Unis et pendant sa mandature. Et ça, il me semble que c'est un élément aussi qu'on a tendance à pas forcément savoir. Moi, en tout cas, à titre personnel, je ne le savais pas. Mais du coup, je l'ai découvert à cette occasion. Et je pense que c'est un élément important aussi. Il ne s'agit pas de déconstruire les anciennes icônes ou quoi, hein, mais il s'agit juste de compléter, d'enrichir, d'apporter du contenu, en fait, hein, d'enrichir l'histoire, véritablement. Alors, par souci de concision, comme je le disais, je n'ai pas apporté, je ne vous donne pas d'autres exemples du Brooklyn, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a notamment la manière dont ils présentent les momies égyptiennes est très intéressante. Ils exposent 4 momies
Et c'est la première fois de ma vie que je vois présenter les momies dans une perspective, mais vous regardez des restes humains. Parce qu'en fait, on a un peu oublié que les momies, ce sont des humains, et ce sont des gens qui ont vraiment existé. Et là, en fait, le musée nous dit leur nom, si on le sait, leurs occupations, si on les connaît, quelques points, quelques éléments. Et ça, c'est un élément important parce que y a vraiment un choix de, quelque part, de présenter ces pièces-là avec du respect, presque avec de la pudeur quelque part, mais en essayant de mettre de côté cette habitude qu'on peut avoir avec, encore une fois, avec l'égyptologie, à une forme de réification des momies à cause de leur statut d'icône pop, parce que la momie est devenue un symbole populaire dans le cinéma, dans la culture, le reste de la culture. Autre exemple, on est toujours aux États-Unis, oui, puisqu'on était à Brooklyn. Le diorama de la rencontre entre Peter Stuyvesant et le peuple Lénape à l'American Museum of Natural History que j'ai visité en 2023 au printemps dernier. Il s'agit donc d'un diorama. Alors vous le savez peut-être, les dioramas de l'American Museum of Natural History sont légendaires, ils sont vraiment très beaux, ce sont des pièces formidables, à la fois en termes d'histoire vraiment muséale, de pratique muséale, et également juste en termes de qualité, ils sont vraiment époustouflants, surtout quand ils présentent des animaux dans leurs environnements naturels, parce que dès qu'on va présenter des humains, là c'est plus compliqué, parce qu'en fait vous voyez que les humains sont présentés quasiment de la même manière que les animaux, en tout cas sans vraiment cette idée qu'on vous présente une personne humaine qui vit dans un contexte. Il ne s'agit pas d'avoir du mépris pour les animaux, mais juste, voilà, il y a un truc qui est un peu étrange où tout est aplati. Finalement, tous les dioramas sont traités de la même manière. Or là, ce qui m'intéresse avec celui-ci, c'est que le musée a fait la démarche de dire, bon, ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter celui-ci. On va un peu le décrypter. Ici, vous allez voir qu'il y a des encadrés qui ont été ajoutés sur la vitrine. Alors, je ne suis pas sûr que vous les voyez, si, c'est un peu subtil, mais il y a un zoom en haut à gauche. Il doit y avoir 5 ou 7 encadrés, je crois. Ici, en fait, les encadrés vont avoir pour objectif de pointer d'un côté la véracité des vêtements pour les colons néerlandais, et de l'autre, la pauvreté et les erreurs factuelles sur la représentation des populations autochtones. Il y a un des blocs aussi qui pointe l'absence de femmes dans cette scène, parce que c'est bien connu, il n'y avait pas de femmes, après tout, pourquoi ? Il n'y a pas besoin. Donc du coup, voilà, il y a un bloc qui nous le rappelle. Il y a également un bloc qui nous rappelle la culture du tabac, les éléments sur l'architecture. Voilà, il y a des éléments précis en fait qu'on vient vous décrypter en fait. Et vous avez également 2 cartels qui sont placés sur les côtés du diorama. Alors vous les voyez pas, ils sont hors champ, mais en fait c'est celui qui là, Why is this diorama here? C'est l'un des 2 cartels dont je vous parle. Et donc l'un va apporter des éléments contextuels sur l'installation du diorama en 1939, et l'autre va apporter des éléments sur l'ancrage des populations lénapées, donc les populations autochtones de la région, avant l'arrivée des Européens. Encore une fois, ce qui m'intéresse ici, c'est un vrai travail pour interroger les choix qui ont été faits par le passé. Le musée indique qu'il est conscient que les représentations biaisées, voire carrément racistes des populations autochtones, il y travaille et cette installation en fait partie. Le prochain élément que je voudrais vous présenter, c'est un musée décentré du regard européen. Les musées, donc comme je le disais tout à l'heure, avec la citation d'Emmanuel Casarero, les musées européens, les musées sont nés dans un contexte européen, littéralement entre la France et l'Italie. Et pour essayer de sortir de ce contexte, pour essayer d'aller vers une démarche de décolonisation, il s'agirait de pouvoir s'éloigner d'un regard eurocentré. Et l'objectif aussi, ce serait de pouvoir répondre à la demande d'une plus grande diversité d'approches, comme la définition de l'ICOM en faisait état. Et notamment, je me rappelle à ce moment-là, à cette occasion, du terme polyphonie, qui faisait partie de la définition qui a été proposée en 2019, qui n'a pas été retenue et qui avait posé pas mal de questions apparemment dans les débats, le terme polyphonie, donc l'idée qu'il puisse y avoir plusieurs voix au sein du musée. Et voilà. Donc du coup, je vous propose de renverser le regard à travers un premier exemple qui est le musée du Gadjo, une installation de Gaby Jiménez, je suis désolé, je ne parle pas espagnol, dans l'exposition Barvalo du MUSEM à Marseille. Vous voyez donc cette exposition était consacrée à l'histoire et à la diversité des populations romanies en Europe, qui sont désignées par diverses appellations. Donc on dit parfois les Roms, Sinti, Manouches, Gitans, gens du voyage ou même voyageurs. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et installation, en fait, le musée du Gadjo est pour moi vraiment l'un des points forts de l'exposition. Donc l'artiste Gaby Jiménez y inverse les perspectives. Donc les Gadjos, ce sont des populations sédentaires qui sont extérieures à la population romanie. C'est en gros l'immense majorité de la population française de l'Hexagone est techniquement Gadjo.
Et en fait, cette population-là vont être observées du point de vue faussement scientifique de la gadgologie, donc une science inventée, une science fictive qui les étudie. Et en fait, l'installation va détourner tous les codes du musée de société. Elle pointe l'absurdité de l'essentialisation, avec des généralisations abusives dans les cartels, avec une reconstitution de l'intérieur d'une famille de gadgets. Donc on vous dit, regardez le salon de, je sais pas, Ginette et Jean-Marc qui vivent au 4e étage de la tour de leur ville, de la Courneuve, etc. Voilà, donc on montre ça de cette manière-là. Et donc, également, vous avez 4 vitrines dont on peut voir une certaine partie dans la première image en haut à gauche, avec des vitrines qui sont un peu un vrai fourre-tout, qui reprennent encore une fois les classiques du musée de société ou de l'ethnologie, avec les origines anthropologiques, les rites de naissance, le mariage, la famille, les objets du quotidien, les objets funéraires. C'est cocher toutes les cases de la liste. Hein, voilà. Voilà, donc cet élément-là, cet exemple-là me paraît particulièrement intéressant de cette idée du renversement du regard. Okay. Voilà, je pense que si on avait le temps, vous pourriez lire davantage parce que ce morceau-là est absolument hilarant. Enfin, le bloc qui est là, vraiment, on sent. Enfin, hilarant. C'est presque malaisant parce qu'en fait, on retrouve tout ce qui est écrit. Vous enlevez Gadjo et vous remplacez par n'importe quelle population de n'importe quel pays. Vous pourriez vous dire, ah, c'est un musée. Voilà, je sais pas, un musée pourrait vraiment faire ça. Quoi. Et certains le font sans doute encore. Exemple suivant, Our Shared Cultural Heritage, donc à Manchester et à Glasgow et CRT. Donc il s'agit d'un programme qui est porté par le British Council en partenariat avec le Manchester Museum et le Life Museum de Glasgow. Il s'adresse à de jeunes Britanniques de moins de 25 ans, principalement des femmes, issues de la diaspora d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh, qui sont des pays héritiers de l'Empire britannique. Elle, parce que c'est beaucoup des filles qui participent, travaille à une meilleure visibilité de ces publics dans les musées à travers une série de projets professionnalisants. Le choix des 2 villes partenaires n'est pas anodin puisque Manchester est une ville du nord de l'Angleterre dont l'essor au XVIIe siècle est intimement lié au commerce du coton et donc au commerce triangulaire et commerce triangulaire. Et de l'autre côté, Glasgow, donc principale métropole d'Écosse, donc au nord de l'Angleterre, considérée comme la 2e ville de l'Empire britannique après Londres. Ici, il me semble particulièrement intéressant de voir comment un groupe de jeunes issus de la diaspora du sous-continent indien s'empare des beaux-arts traditionnellement britanniques. En effet, parmi les réalisations du programme, les participants ont notamment travaillé sur la réécriture de cartels du Manchester Museum, en retirant des informations qui relevaient de l'anecdote pour mettre en avant l'héritage esclavagiste de la ville. Exemple suivant, l'idée d'établir des connexions entre les collections. Donc les musées le mettent souvent en contact ou en relation des objets. On va associer 2 objets de cultures différentes ou de périodes différentes ou de zones géographiques différentes. Encore faut-il que ces connexions soient pertinentes et qu'elles aient quelque chose à dire et à proposer. Ici, je vous montre un exemple de la New York Historical Society que j'ai pu voir au printemps 2023. Donc c'est vraiment une très chouette petite institution qui souffre beaucoup de son illustre voisin qui est l'American Museum of Natural History que j'ai cité tout à l'heure. Donc c'est une structure qui est assez peu visitée alors qu'elle est vraiment extraordinaire. Ici vous voyez l'exposition Nature Crisis Consequence dont le commissariat a été assuré par Wendy Ikemoto qui est l'une des conservatrices de la New York Historical Society. Et cette exposition traitait des enjeux du changement climatique à travers les collections, donc à travers une sélection de tableaux principalement et de sculptures. Dans cette salle était représenté le déploiement du chemin de fer, qui a été un vecteur de développement important, un développement économique aux États-Unis. Et le choix, ce qui me semble important ici, c'est le choix de la commissaire d'associer des œuvres d'art contemporain qui ont été produites par des artistes autochtones. Vraiment, les 2 pièces datent de 2020 et 2021. Et avec des tableaux peints au XIXe siècle. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais il faut voir qu'en fait tout ce que je vous montre là est sur le même mur en fait. Hein. Vous avez le tableau central est énorme, et de part et d'autre vous avez les 2 pièces contemporaines, et sur le côté, sur l'angle en fait, vous avez le tableau avec cette riche femme de commerçant, qui a participé au développement du chemin de fer. Là, en fait, finalement, aussi bien les œuvres que les cartels, on le voit en fait je vous ai montré un peu le début des cartels, mais pas l'intégralité. Dans les cartels, l'idée c'est de confronter les perspectives et de montrer à la fois celles et ceux qui ont profité du développement du chemin de fer et celles et ceux qui en ont
plutôt fait les frais et qui en ont souffert. Okay. Voilà, donc encore une fois, il ne s'agit pas d'effacer une quelconque mémoire de l'histoire, mais au contraire d'enrichir l'histoire de l'art, de la compléter, de la complexifier quelque part avec d'autres perspectives et d'autres points de vue. Dernier bloc que je voudrais vous proposer ce soir, c'est le musée, donc c'est la dernière piste que je vous propose, c'est le musée d'une expérience située. Finalement, justement, d'ailleurs, je vais vous parler de point de vue, ça tombe bien. Je m'appuie ici, donc le terme expérience située, je le prends des enseignements de la sociologie et notamment d'une chercheuse qui s'appelle Donna Haraway, qui travaille à l'intersection entre les études féministes et les études de sciences et les techniques, dans un article qui date de 88, mais qui a toujours une grande importance aujourd'hui. Elle a formulé le concept de savoir situé, situated knowledge, qui déconstruit le mythe de l'objectivité scientifique. Les savoirs que la recherche produit viennent des positions situées, qui sont celles des chercheuses et des chercheurs, des positions qui résultent en fait de leur formation, du contexte historique dans lequel ils et elles évoluent, du contexte économique, du contexte culturel également. Donna Haraway pointe également les biais et les a priori qui pèsent sur les chercheuses et les chercheurs et qui produisent en fait les angles morts de la recherche académique. Pour les musées, si on décline cette idée, ce concept-là au musée, il s'agirait d'être en mesure de reconnaître cette position située et de faire en sorte que la programmation et des expositions, plus largement même l'offre culturelle en général, tiennent compte de cette place. Comme je le rappelais plus haut, les musées et les institutions produisent des savoirs qui font autorité. Cette position oblige les musées à une responsabilité sociale qui est d'autant plus grande que, comme vous le savez sans doute, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, pour vous parler de ça, oui, j'ai oublié de sauter une partie de ça. Pour vous parler de ça, je voudrais vous montrer un exemple du National Museum of the African American History and Culture de Washington, visité également en 2023. C'est l'unique exemple de ce petit bloc. Donc ce musée a été inauguré en 2016 sur le Mall à Washington. Donc le Mall, c'est cette grande zone qui réunit la majorité des musées du Smithsonian et une grande partie des musées de Washington. Donc à travers une scénographie assez immersive, le musée propose un parcours qui débute au sortir du Moyen-Âge, où on va voir l'Europe, l'Afrique et les Amériques, juste au moment où en fait le commerce transatlantique va commencer, enfin la traite atlantique va commencer. La première partie de la visite déploie les enjeux de l'esclavage et du commerce triangulaire. On découvre ensuite la naissance des États-Unis, la guerre de sécession, la ségrégation avec les années Jim Crow, le mouvement des droits civiques, la culture populaire, Beyoncé, et on termine par l'élection de Barack Obama, dans un storytelling parfaitement maîtrisé. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est le choix de consacrer un musée entier à l'histoire et à la culture de la population africaine-américaine. Là aussi, ce musée a fait l'objet de longs débats. Il n'a pas abouti tout de suite. Enfin, le projet a émergé, a pris du temps à aboutir. Mais je pense que c'est intéressant, d'autant plus que cette histoire-là, elle est aussi abordée en partie dans le National Museum of American History, donc qui est le musée d'histoire nationale américaine, qui n'est pas très loin et qui aborde aussi cette question-là, mais qui l'aborde un peu moins, il y a moins d'éléments qui y sont consacrés, et qui l'aborde aussi de manière complémentaire. Ça aussi que je trouve intéressant, c'est qu'il finalement il y a une sorte de discours ou de dialogue qui peut s'établir entre institutions. Alors c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être mettre en regard avec le nouveau parcours permanent du Musée national de migration à Paris, qui vient d'ouvrir, mais j'ai pas encore assez d'éléments sur ce bloc pour vous en parler. On va finir avec écrire les expositions au nous, pour conclure ce panorama. Donc, je voudrais vous proposer 3 expositions qui ont en commun d'avoir été conçues par ou en étroite collaboration avec les populations concernées. Ce qui m'a frappé en les visitant, c'est l'usage du pronom « nous » dans les cartels et les textes de salles, les supports vidéo. Finalement, c'est un pronom qu'on trouve assez rarement dans les musées, en tout cas jusqu'à ce que je visite l'Australie et que je vois les expositions consacrées aux aborigènes, où là, il y a beaucoup de choses avec nous dedans. Mais voilà, je vous montre finalement un exemple qui est majoritairement américain et européen. Il s'agit donc là, l'objectif c'est de participer à un décentrement du regard, encore une fois, en s'éloignant d'une perspective ethnocentrée pour montrer d'autres approches, d'autres points de vue.
Ici, vous voyez l'exposition Voix autochtones d'aujourd'hui au musée McCall Stewart de Montréal. Donc il s'agit, donc c'est un musée d'histoire. Le musée McCord s'attache à raconter les petites histoires, histoires des communautés qui ont fait et font encore la communauté, en fait la métropole québécoise. Ici, je vous présente une expo qui a ouvert en 2021, que j'ai visitée également en 2023. Elle a été coordonnée par la commissaire Huron-Wendat Elizabeth Kane et elle montre plus d'une centaine de pièces qui sont réparties en 3 sections. Le parcours est conduit par une prise de parole assez intime à travers 80 témoignages recueillis auprès de personnes issues des 11 nations qui forment les populations autochtones du Québec. Et cette exposition, qui du coup maintenant est l'exposition permanente, hein, c'est l'accrochage permanent du musée. Cette exposition s'inscrit dans la démarche d'autochtonisation et de décolonisation du musée McCord, qui propose également des ressources pour comprendre la situation des Premières Nations québécoises, pour devenir un allié également. Vous avez genre 10 choses à savoir pour être un allié et savoir accompagner les populations, les Premières Nations québécoises. Dernier exemple que je vous montre ici, on revient pas du tout, un autre exemple, mais pas encore le dernier. On revient sur l'exposition Barvalo que j'ai citée précédemment parce que je ne vous ai pas indiqué tout à l'heure qu'elle a été produite avec l'appui d'un comité consultatif de 19 expertes et experts, qui sont des personnes elles-mêmes issues des communautés concernées, donc des communautés romanies. Ces personnes ont assisté et orienté les 3 commissaires. Et au final, l'exposition a un ton qui est à la fois un ton chaleureux, un ton incarné, puisque dès le début, on va y suivre 4 personnes qui nous accueillent dans une vidéo à l'entrée et qu'on va retrouver ensuite dans la suite du parcours. L'exposition finalement démontre qu'on peut associer la rigueur scientifique avec un propos qui va être ancré dans une réalité sociale et une réalité historique, mais également, enfin le tout sans humour, non sans humour, puisqu'il y a c'est une expo aussi avec une bonne touche d'humour, je trouve. À noter que le MUSEM avait déjà procédé de telle manière, en fait, avec un comité consultatif lors de l'exposition VIH/SIDA, l'épidémie n'est pas finie en 2021-2022. En associant en fait donc c'est un comité de personnes concernées. Voilà. Exemple suivant, qui sera le dernier. L'exposition Songlines, présentée au musée du Quai Branly. Là, elle raconte donc l'un des mythes fondateurs de la culture aborigène, dans lequel 7 sœurs sont poursuivies par un sorcier qui les persécute. Elles traversent le désert australien, laissant des traces sur leur passage, et elles finissent par devenir des constellations. Là encore, ce qui m'intéresse, c'est que les commissaires d'exposition, pour le coup, sont des personnes aborigènes, et elles l'ont conçu avec le soutien des aînés. Alors je traduis aînés, mais on dit elders en anglais. Donc ce sont les personnes qui sont respectées, qui font autorité dans la communauté. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on ressent dans la structure même de l'exposition, dans le parcours, dans son propos, dans la place du récit, dans le volume de texte. Alors pour le coup, c'est un contre-exemple de la médiation. C'est tout ce qu'on vous dit de ne pas faire en médiation culturelle, des pavés de textes entiers. Mais voilà, c'est ce qui est montré, c'est ce qui a été choisi ici, parce que ça fait partie aussi de la culture aborigène de raconter, de prendre le temps du récit. Et ici aussi, on a donc les artistes exposés qui vont prendre la parole à travers des cartels développés ou des vidéos diffusées sur des écrans à échelle humaine. Comme je le disais, j'étais en Australie ces derniers jours et j'ai pu visiter d'autres expositions qui disent nous. J'aurai donc l'occasion de compléter, voire de modifier cette présentation si d'aventure je la redonne, peut-être la semaine prochaine, avec le parcours donc Gary Garang Sea Country de l'Australian Museum à Sydney et l'exposition First People dans le Bundjalaka Aboriginal Cultural Centre du Melbourne Museum. Et pour conclure, donc oui, quelques mots de conclusion. Il me semble qu'affronter l'héritage colonial et esclavagiste amène les musées à interroger leur propre approche du service public. Plus largement, je pense que cette démarche renvoie les institutions au rôle social qui est le leur et à la manière dont elles peuvent s'en saisir et l'assurer. Documenter l'histoire des collections en associant les populations concernées, lancer des recherches de provenance va servir à la diffusion des savoirs à tous les publics et pas uniquement aux publics les plus aisés ou aux publics les plus éduqués. De même, lutter contre les inégalités va permettre aussi d'ouvrir les institutions à toutes et à tous et pas qu'aux personnes blanches, urbaines et éduquées.
Un point que j'ai assez peu effleuré, enfin que j'ai peu traité dans cette présentation, mais sur lequel on peut peut-être revenir dans les questions tout à l'heure, c'est la question de la décolonisation des pratiques dans les ressources humaines également, dans le recrutement. En effet, interroger l'héritage colonial et esclavagiste des musées met en évidence l'homogénéité sociale et le manque de diversité dans le recrutement du personnel. Alors certes, les femmes sont statistiquement nombreuses dans le secteur culturel, l'audience ce soir nous le montre. Je postule que l'ensemble d'entre vous, /nous, sommes des personnes du secteur culturel, en grande partie. Et en France, du moins, comme je le disais, les efforts pour atteindre la parité à la tête des établissements culturels commencent à porter leurs fruits, clairement. Mais dans bien des musées d'Europe, d'Amérique du Nord et même d'Australie, Nouvelle-Zélande, les positions les plus élevées de la hiérarchie sont encore souvent occupées par des personnes blanches, issues des classes supérieures, très diplômées, hétérosexuelles, cisgenres, c'est-à-dire pas des personnes trans, et considérées comme valides. Quant à l'inverse, de nombreuses personnes racisées ou des personnes en situation de handicap vont être reléguées aux postes les moins valorisés, c'est-à-dire la surveillance, l'hygiène, la sécurité, l'accueil. Alors, les musées sont des héritiers du siècle des Lumières. Ils se pensent comme des acteurs de la protection du patrimoine, /matrimoine d'ailleurs, au service du progrès, et plus spécifiquement en France, au service de la formation des citoyennes et des citoyens. Mais ils sont à la fois acteurs et victimes d'un système qui produit des inégalités sociales, raciales et des inégalités de genre. La décolonisation, il me semble, remet en question le modèle du musée universel et elle pousse les musées à se réinventer. Je vous remercie. Merci. Bonsoir et merci pour la présentation. J'avais une question qui est venue, je ne sais pas pourquoi, savoir s'il existait des exemples à votre connaissance de démarches de décolonisation des musées dans des secteurs un peu plus de sciences dures, musée de l'espace, des choses comme la Villette, etc. Alors c'est une excellente question et à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Parce que j'en ai parlé récemment justement avec une collègue de la CASMAT, qui est le centre de sciences de Grenoble, dans l'Hexagone. Et de ce que j'en sais, il n'y a pas énormément de choses, en tout cas en français. En anglais, je pense qu'il y a plus de choses, notamment autour des STEM, Science, Techniques, et j'ai plus le reste de l'acronyme. Mais je sais qu'il y a il y a quelques ressources, il y a des choses qui peuvent exister. Non, voilà. Après, en effet, il faut voir que, comme je vous le montrais ici, l'essentiel de ma veille se concentre sur les musées de société et les musées de beaux-arts. C'est en grande majorité ça. Cela étant, en fait, je fais aussi des musées de sciences, des centres de sciences, et je n'ai jamais, j'ai pas mémoire d'avoir vu quoi que ce soit sur le sujet à l'heure actuelle. Vous pouvez aussi avoir des commentaires ou des remarques, peut-être pas forcément une question. On a une question là-bas. Bonsoir, merci pour votre présentation aussi. Je voulais revenir sur une des pistes qui était écrire au nous, c'est ça, sur le musée. Et dans les langues océaniennes, il y a le nous inclusif, le nous exclusif. Je me demandais comment vous pouviez le plaquer. Alors, les exemples que j'ai vus me semblent être plutôt sur une sorte de nous exclusif. Enfin, excluant, je dirais. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du musée McCord à Montréal, l'idée est vraiment de donner la parole aux populations autochtones qui sont habituellement, ou enfin très souvent, pas censurées, mais en tout cas auxquelles on laisse moins de place quelque part. Et l'idée, c'est vraiment de vous laisser porter, de faire la visite comme si c'était vraiment des personnes autochtones qui vous accompagnent et qui vous disent, alors voilà, c'est comme ça qu'on vivait autrefois, c'est comme ça que ça on le fait encore, ça on le fait plus, les choses ont changé, etc. Voici ce qu'on a vécu. Il y a toute une part assez difficile, délicate émotionnellement sur les traumas aussi, sur les parties les plus noires, je dirais, de l'histoire canadienne. Mais voilà, dans cet exemple-là, en tout cas, on est plus sur un nous qui est le nous des personnes autochtones qui vont vous montrer. Après, de ce que j'ai vu plus récemment en Australie, j'ai l'impression que c'était également ça aussi. On est vraiment sur l'idée que ce sont les peuples locaux du country, du territoire, en fait, vont vous dire bienvenue et voici comment ça se passe chez nous et voici comment ça se passe ici. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre... D'autres questions, commentaires, réactions?
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce que j'ai dit? Choqué? Étonné? Alors moi je vais... juste un commentaire. On ne prend pas assez de recul ici. On a aussi cette démarche, je pense pour l'exemple du Centre culturel Chibaou, de travailler avec les communautés. Donc je pense avec le département Recherche et Patrimoine, mais aussi avec le mien. Donc par le passé, des communautés du Vanuatu, de Wallis-et-Futuna, la communauté japonaise, parce que c'est lié aussi à l'histoire avec un grand H de la Nouvelle-Calédonie. Et j'aimais bien l'idée de la Belgique avec les langues. Et j'aimais bien aussi de faire ce parallèle-là avec la télévision. Là, on prend un exemple Calédonia, qui fait quelque chose qu'on a découvert, moi le premier, il y a quelques années à la radio, de présenter les médias en langue. Donc il y a quelques années, c'était ce rapport-là entre une structure qui a une position majeure, donc une institution, et qui présente en fait dans une langue qui est autre que français, en fait des informations publiques à la plus grande population, même si les locuteurs sont en nombre moindre par rapport à ceux qui parlent français, par exemple. Là, je fais le parallèle avec le département Recherche et Patrimoine, c'est de travailler avec les communautés, comme il y a 28 langues en Nouvelle-Calédonie, évidemment, en fait, c'est quelque chose de très ambitieux, très complexe. Mais le résultat, il est très soit parcellaire, ou de manière, il faut aller chercher cette information. C'est ce que le public, c'est ce que je ressens du public. C'est à la fois une méconnaissance, mais c'est très réfléchi et très complexe. C'est-à-dire que c'est l'information qui est partagée avec les communautés, notamment Kanak, avec les collecteurs ici en Nouvelle-Calédonie par le département Recherche et Patrimoine. Cette information, il faut aller la chercher. Et ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est qu'elle est visible, elle est explicitée dans un établissement. On le fait, mais encore une fois, par rapport à ma première remarque, on ne le fait pas suffisamment. Donc il faut prendre ce risque-là de l'expliciter, quitte à en faire trop. Donc un autre exemple aussi, c'est d'en faire trop, quoi. Soit comme les Belges, soit comme les Américains, c'est d'en faire beaucoup, too much, et voilà. En fait, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et sur la question des langues, je pense que c'est vraiment un enjeu, à la fois un enjeu d'accessibilité, c'est aussi un enjeu de tourisme parfois, à l'international, et c'est aussi, encore une fois, un enjeu plus vaste en fait, d'inclusion véritablement, parce que c'est aussi une manière de pouvoir accueillir le public en lui parlant dans une langue qui est la sienne, par exemple, ou en tout cas une langue qu'il maîtrise en partie, quoi. Et c'est vrai que je sais que c'est un peu extraordinaire, hein, mais je cite quand même toujours cet exemple-là parce que moi, il me sidère. Je vous assure que l'intégralité du musée est totalement dans les 4 langues et ça marche très bien. Il y a pas enfin moi, j'ai pas ressenti de perte de l'information. Toutes les manifs, il y a plein de trucs à tripoter et on voit la colonne vertébrale des dinosaures et tout, en métal et on peut jouer avec. Tout est dans les 4 langues. Et encore une fois, on apprend plein de choses, on comprend plein de trucs dans les 4 langues. Donc, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment un choix. Enfin, et je ne dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a des enjeux, en effet, de qui va traduire, de comment on fait valider les traductions, on s'assure que les traductions sont correctes, de l'espace dont on dispose. Mais cette question-là de l'espace, c'est une question qui est souvent, qu'on dit souvent. On va vous dire, ah oui, non, mais les graphistes, ils ne veulent pas. Il n'y a pas assez de place, on ne va pas le mettre ou quoi, dans une expo. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas entendre ça, en fait. C'est surtout aujourd'hui, je ne sais pas, ça me semble difficile de dire ça, quoi, encore. Bonjour, merci pour la présentation. Juste une réflexion par rapport à la décolonisation, peut-être que Marianne Tissandier va nous répondre. Est-ce que c'est prévu aussi dans le futur Muse de pouvoir écrire en plusieurs langues, donc tout ce qui va être présenté dans ce musée-là? Alors oui, de la même façon que l'expo de préfiguration du musée qui est actuellement au Centre culturel Chibaou, de 9h à 17h tous les jours, sauf le lundi. Et le dimanche, ça finit à 16h. Donc n'hésitez pas. L'introduction de la partie justement qui parle de l'esprit du futur musée est en Paichi. Et il y en a d'autres, on a du Hanju aussi dans certaines parties de l'exposition. En fait, dans le futur musée, on va avoir 8 séquences, et chaque séquence sera en français et dans une des langues des 8 terres coutumières. A priori, ça c'est prévu. On travaille avec l'ALK pour ça. Maintenant, voilà, il y a eu un choix, a priori, qui a été fait au niveau des langues, parce qu'on ne peut pas prendre... Alors c'est sûr que sur Maré, il n'y a qu'une seule langue, c'est facile, mais voilà, si on va en Mawak ou dans d'autres régions,
voilà, il va y avoir un choix qui va devoir être fait au niveau des langues. Mais oui, c'est prévu. C'est prévu et c'est déjà le cas dans l'exposition de préfiguration. Et du coup, je perds le micro. J'aime beaucoup le diorama. Le principe du diorama, c'était juste un commentaire avec les commentaires par-dessus qui en fait viennent expliquer et faire une médiation qui replonge en fait le diorama de nos jours. Et je pense justement à un tableau qui a été choisi et qui est dans l'exposition Préfiguration, un tableau qui date de 1953 et qui s'appelle L'apothéose aux vaillants pionniers du 1er siècle de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, quelque chose comme ça. Et justement, quand on dit who's missing, qui manque, il n'y a pas une seule femme sur ce tableau. Il doit y avoir une quinzaine de personnages masculins, donc évidemment Cook, Dr Castro, etc., ils y sont. Mais même quand on parle des gens qui sont venus en Calédonie, qui ont créé l'industrie ou même les études, enfin plein de domaines qui sont abordés, mais il n'y a pas une seule femme. Et ça, c'est le genre de choses que j'adorerais faire par-dessus justement ce tableau pour donner une médiation supplémentaire et justement faire penser autrement justement aux pièces qu'on a déjà. C'est un exemple que j'aime beaucoup aussi, parce que, comme tu le dis, il permet vraiment... On a à la fois la pièce elle-même, et en même temps, on a une comme de surcouche d'information. C'est quasiment de la réalité augmentée, en fait, quelque part. On a ces blocs-là qui sont posés sur la vitrine, et qui vous apportent du contenu en plus. Voilà, on a toujours... L'œuvre est toujours là, mais en plus de ça, on a une autre approche avec des contenus en plus. Bonsoir, merci. Je veux juste recontextualiser aussi mon parcours. En fait, j'ai fait toutes mes études en histoire de l'art à Montréal. Donc j'ai bien compris la mécanique de décolonisation de l'institution muséale. Parce que j'ai fait connaissance d'Inuit, etc. dans le cadre de mes cours. Donc j'ai bien compris la mécanique. Maintenant, je suis médiatrice culturelle pour la ville de Nouméa et je mets un peu les pieds peut-être dans le plat avec ma question. Est-ce que cette démarche-là, elle a pour objectif ou elle vise à faire venir ces populations-là qui ont été brimées par l'histoire de la colonisation, en tout cas européenne? Est-ce que ça vise à ça? Est-ce que c'est le but ou non, on essaye juste et c'est déjà beaucoup, de mettre à nu notre histoire avec un grand H. Est-ce que vous avez constaté, est-ce qu'on a déjà un certain recul sur la fréquentation que ça peut avoir ou pas, ou encore c'est encore trop frais? Alors, je dirais que c'est encore un peu trop frais. Et en tout cas, moi, je ne dispose pas d'éléments à vous donner véritablement là-dessus. Un point que je trouve intéressant, c'est l'exemple que j'ai montré sur Our Shared Cultural Heritage, donc cette initiative où il y a beaucoup de jeunes femmes originaires du subcontinent indien, enfin de la diaspora, où là, il y a vraiment cette idée de le faire par les gens concernés, pour les gens concernés. Et ça, par contre, c'est clair que donc ça, je vous le dis de manière très transparente, cet exemple-là, il vient de la conférence de la Museum Association de l'année dernière. Et c'est donc j'ai suivi en ligne, parce que je suis pas allé là-bas, mais en Angleterre, mais j'ai suivi en ligne. Et c'est un exemple que j'ai trouvé vraiment très pertinent. C'est pour ça que je voulais présenter ce soir. Et elles expliquaient que là, pour le coup, oui, de fait, il y a une augmentation, une diversification du public, entre guillemets. Et ils ont fait venir, les deux musées concernés ont pu aussi faire venir des ados, globalement en plus des quartiers défavorisés des deux villes, sachant que Manchester, pour le coup, est une ville plutôt compliquée financièrement. Voilà, c'est ce que je dirais dans un premier temps. Après, encore une fois, oui, moi je manque de recul sur ces questions-là, je ne pourrais pas vous le dire. Après, je ne suis pas sûr d'avoir saisi si votre question finalement c'est quelle est la démarche des musées, quelle est la volonté des musées, quel est moi ce que j'en pense, comment vous... Non, c'est ça, c'est la démarche en fait, c'est quel est l'objectif de cette décolonisation au final. Voilà, nous en tant que médiateurs pour la ville de Nouméa, on travaille beaucoup dans les quartiers, on travaille beaucoup à essayer de raccrocher les jeunes. Et la grande question, c'est de savoir si on les raccroche en dehors des murs du musée ou est-ce qu'on peut aussi les raccrocher dans le cadre du musée.
Mais ça, pour le coup, honnêtement, moi, je vous le dis très franchement, je n'ai pas la réponse. Enfin, les politiques culturelles, de démocratisation culturelle qui ont cours depuis 50 ans, elles ont montré leurs limites et on sait qu'on a du public qu'on n'arrivera pas à faire venir. Donc, là-dessus, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Je pense qu'en effet, il y a de certaines institutions une vraie volonté de diversifier les publics et d'aller vraiment chercher les publics. Pour le coup, je peux vous parler d'une institution que je connais bien, c'est le Quai Branly. Mes anciennes collègues de la direction des publics avaient mis en place un grand nombre de projets, vraiment de musées hors les murs, pour aller vraiment au-delà, enfin au-devant, entre guillemets, des publics. Mais ça encore, elles ne sont pas les seules à l'avoir fait, beaucoup d'établissements le font. Ça ne veut pas forcément dire que les gens viennent ensuite au musée. Et d'ailleurs, même, il y a la question aussi qui se pose, c'est pourquoi les gens viennent. Enfin, est-ce que quand ils viennent, ils viennent voir une exposition, ou est-ce qu'ils viennent boire un coup au café, et comment est-ce qu'on compte ces publics-là? Donc voilà, je ne saurais pas vous dire davantage, mais c'est une question qui est complexe et encore une fois, je pense qu'on est aussi un peu, c'est peut-être un peu trop frais, entre guillemets. Enfin, en tout cas, les démarches que je vous ai montrées sont globalement des choses qui datent de ces 2-3 dernières années, même s'il y a quelques points plus anciens. Et je pense que la crise sanitaire aussi a joué beaucoup. Voilà, on verra un peu plus tard dans les prochaines années, j'imagine. Merci. Alors, je profite du micro pour faire de la publicité ce soir. Donc on peut retrouver Sébastien Magro la semaine prochaine. Donc il est en intervention dans le cadre du colloque mardi 17 dans la matinée. Et notamment mardi après-midi, il ouvrira un atelier Donc c'était l'occasion de faire un teasing ce soir sur les communautés LGBT. Alors donc la conférence de mardi sera très proche de celle-ci, donc si vous l'avez déjà vue, vous ne serez pas très surpris, mais certains éléments changeront pour de vrai. Et l'après-midi, j'animerai un atelier donc sur le patrimoine / le matrimoine des cultures queer et LGBT dans les musées, et les publics, ces publics-là, comment les traiter, comment les faire venir. Et voilà, je vous montrerai quelques exemples pareil issus de ma veille, mais là on sera dans une dynamique d'atelier, donc il s'agira aussi de voir ce qu'on peut aussi peut-être produire, réfléchir avec les participantes et les participants. Et il y aura une séquence entière consacrée à le glossaire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que queer, trans, cis, etc. Rassurez-vous. Voilà. Alors c'est peut-être la dernière question que je poserai, s'il y a d'autres personnes dans la salle qui en ont vu. Je poserai la question à l'envers pour toi, sur les 3 propos que tu as développés. Nous, en Calédonie, nous sommes quand on compare avec les pays que tu as développés, c'est la réflexion que j'ai maintenant, dans les grands musées, les grands pays comme aux États-Unis, en Europe, ce sont des pays qui ont joué un rôle majeur dans la colonisation depuis le XVIIe, XVIIIe siècle et qui ont marqué l'histoire des colonies. Alors nous, à l'inverse, sur le plan géographique, on se situe dans l'hémisphère sud, donc du coup, on est encore influencé. Donc il y a l'influence marquante américaine, parce que c'est lié aussi à la grande histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, aujourd'hui, au XXIe siècle, on est marqué par les nouvelles cultures, que ce soit les médias, les réseaux sociaux ou la société de consommation. Donc c'est assez ambivalent ce rôle-là. C'est pertinent par rapport aux personnes qui sont présentes ce soir, parce que c'est aussi nos rôles de promouvoir aussi nos patrimoines, au sens large du terme, lié aux communautés qui vivent en Calédonie, mais en même temps, il y a aussi cette dualité avec justement l'influence majeure des pays anglo-saxons, déjà par la langue. On parlait tout à l'heure des cartels. Ici, nos cartels sont en français et en anglais en grande majorité. Et je m'amuse à penser que quand on visite nos voisins, tous les cartels sont uniquement en anglais, alors que leurs visiteurs sont européens pour beaucoup d'entre eux. Nous, nos visiteurs, en majorité, sont des francophones, on des anglophones, et on fait l'effort, naturellement, c'est par diplomatie, par politesse, de traduire aussi en langue. Mais encore une fois, sur la dernière question que je voulais te poser ce soir, c'est l'influence, de ces grands pays, de ces grandes puissances asiatiques, anglo-saxonnes, pour des pays comme les nôtres. On a dans cette ambivalence-là, et dans nos métiers, comment on peut interagir alors qu'on est submergé déjà par les réseaux sociaux. Et du coup, on subit cette influence-là, et ça se traduit dans notre manière de consommer et de consommer la culture. Donc ça, c'est un grand débat. Consommer la culture ici, c'est d'abord la culture américaine d'abord. Et voilà, comment on peut réagir à ça, et de manière modeste, par une population à peine de 270 000 habitants.
C'est une vaste question. Je pense qu'honnêtement, elle dépasse aussi un peu mes compétences, clairement. Après, cette influence-là, on la voit partout dans le monde. Pour le coup, en Europe aussi, elle est très forte, très présente. J'aurais un peu de mal à dire. Après, je pense que il me semble que ce qui est important, c'est de parvenir autant que possible à valoriser la richesse du patrimoine de Nouvelle-Calédonie, en fait. Et aussi de quelle manière il est vivant aussi aujourd'hui. Je sais plus, on n'a pas parlé du rap ou de la musique. Voilà, tu vois, donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent, j'imagine, se faire. Je sais que, par exemple, il y a une scène rap vraiment très importante par les populations inuites ou les populations autochtones au Canada. J'imagine qu'il y a peut-être des choses aussi qui peuvent se faire aussi, qui sont vraiment très locales, d'ailleurs, indépendamment de qui les produit, mais qu'elles soient locales. Peut-être qu'il y a aussi des choses à faire là-dessus. Et après, je sais que ça rejoint votre question, finalement. Hein. C'est comment est-ce qu'on va chercher les publics? Comment est-ce qu'on les fait venir? Est-ce qu'on doit les faire venir? Bon. On a un slammer Marien qui vient d'obtenir son diplôme dans une école de théâtre en France et qui slame en langue naïgonais, en fait, qui est très connu et qui joue à la fois du slam, de la danse et du théâtre. Donc ça, c'est un bon exemple justement de rebondir justement sur cette forte influence, je disais, entre guillemets occidentale, mais avec sa propre culture. Voilà, on va conclure ce soir. On vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous avons encore la possibilité, vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne pour le streaming encore jusqu'à dimanche, pour celles et ceux qui veulent suivre les sessions plénières à l'université. Donc, je rappelle que notre colloque sur l'exologie débute lundi 16 et se termine à l'université, lundi 16, 17, 18 octobre prochain. Le 19, nous serons surnommés en province sud. Le 20 octobre à Koné, en province nord. Et le 21 à Marais, pour la province des Îles-Loyauté. Donc, merci Sébastien Macro. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci à l'association des musées, merci à vous tous. Et faites le buzz encore sur Internet. Et tout ce qui sera diffusé ce soir et aussi par la suite la semaine prochaine, on le retrouvera plus tard à la fois en ligne grâce à la chaîne YouTube de l'université. Donc, je remercie ce soir donc Louis Lagarde et Françoise Quérol, et aussi à l'occasion pour l'année 2024, un autre challenge, c'est l'édition des actes de notre colloque de la semaine prochaine. Merci à tous.